Bonjour à tous et bienvenue sur ce live pour répondre à vos interrogations. Je me présente Olivier Bongrand, je suis avocat en droit du travail et donc j'interviens dans les litiges entre salariés et employeurs sur des problématiques diverses que rencontrent les salariés au cours de l'exécution de leur contrat de travail et plus ponctuellement également lorsque certaines entreprises également peuvent avoir besoin de mes services. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos interrogations au cours de ce live. Donc, on va commencer par quelques questions qui ont été posées hier par nos membres. La première question, il s'agissait d'un étudiant qui demandait si, en tant que stagiaire, il avait le droit de prendre des jours de congé. Alors, les stagiaires n'ont pas de contrat de travail. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils ont une convention de stage, à minima, puisque sinon le statut de stagiaire ne peut pas leur être appliqué, ils ne peuvent pas en profiter. Ce statut prévoit néanmoins que lorsque la convention de stage est supérieure à 2 mois, eh bien, elle doit prévoir des dispositions spécifiques pour les congés. Donc normalement, au-delà de 2 mois, une convention de stage doit prévoir des dispositions qui vont réglementer ou en tout cas organiser la prise de congé au bénéfice du stagiaire. Et en dehors de ce cas précis, il faut également savoir qu'un stagiaire enceinte, une stagiaire enceinte, peut également bénéficier d'un droit à un congé maternité. Très bien. Alors, on a eu une autre question concernant cette fois la rupture conventionnelle. Un employeur peut-il refuser une rupture conventionnelle? Alors, le principe de la rupture conventionnelle, c'est bien évidemment un accord entre 2 parties, un employeur et un salarié. Bien évidemment, à défaut d'accord d'une des 2 parties, il n'y a pas de rupture conventionnelle possible. Donc, l'employeur peut refuser une rupture conventionnelle, et j'aurais même tendance à dire que le salarié peut lui-même, si il n'est pas d'accord avec une rupture conventionnelle, s'il ne souhaite pas une rupture conventionnelle, il peut tout à fait refuser également la mise en œuvre d'une telle rupture. C'est au libre choix des parties d'accepter ou non une rupture conventionnelle. Et le consentement, bien évidemment, doit être libre. Sinon, la rupture pourrait être contestée par le salarié, notamment, essentiel. Merci, maître. On a une autre question. Un employeur est-il obligé d'agir si un salarié dénonce des faits de harcèlement dans l'entreprise? Et si oui, est-ce qu'il est possible d'engager une action en justice si un employeur ne prend pas les mesures nécessaires? Alors, là encore, le Code du travail, en tout cas, et la jurisprudence du Code du travail, organise un certain nombre d'obligations à la charge de l'employeur, s'agissant notamment de l'obligation de sécurité au travail, au bénéfice des salariés. Mais cette obligation d'ailleurs au travail, au bénéfice du salarié, les salariés l'ont aussi à leur charge, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas eux-mêmes être à l'origine évidemment de faits susceptibles de perturber les conditions de travail de leurs collègues, notamment par ça peut être des techniques de management, mais ça peut être aussi des collaborateurs de même niveau, voire même de niveau inférieur, c'est-à-dire qu'ils sont encadrés par leurs supérieurs, ils peuvent être eux-mêmes responsables d'agissements de harcèlement. L'employeur doit agir. Il ne peut pas se retrancher derrière, ça ne me concerne pas, je dirais ce sont des faits qui existent entre 2 salariés, moi je suis employeur et je ne gère pas ces questions-là. Il doit préserver et mettre en œuvre des actions préventives pour empêcher que ça se produise, et si jamais ça se produit, l'employeur doit intervenir pour faire cesser ces atteintes. Donc, oui, un salarié victime de harcèlement peut se plaindre auprès de son employeur des faits dont il est victime, et l'employeur doit, à minima, les faire cesser, ou en tout cas, si au départ, il n'est pas censé pouvoir éventuellement croire le salarié sur parole, il peut aussi enquêter, et puis, à l'issue de cette enquête, en tout cas, mettre en place des actions préventives pour préserver la santé des salariés. Le salarié, à défaut d'action de l'employeur, peut tout à fait agir. Alors, il peut agir contre un autre salarié. Cette action, elle peut aussi être menée dans le conseil de prud'homme. Et puis, il peut aussi agir contre l'employeur du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat dont chaque employeur est tenu. On a une autre question sur un tout autre sujet. On nous demande si on est obligé d'accepter la mutuelle de son entreprise. Alors, les conditions de mutuelle. Alors, il y a plein de cas de dérogation. Concrètement, la mutuelle
qui est mise en œuvre par voie d'accord collectif, en tout cas qui est mise en œuvre par un employeur, peut être imposée en fait aux salariés. Mais les dérogations, il y a plusieurs cas de dérogation, donc par exemple celui de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'en qualité d'ayant droit, vous avez un parent et vous bénéficiez d'une mutuelle déjà, donc vous pouvez tout à fait avoir cette dérogation, il faut la manifester, il faut que vous indiquiez à votre employeur que vous avez déjà une mutuelle, ou alors d'un conjoint qui a déjà une mutuelle et sur laquelle vous êtes déjà inscrit, et ça vous permet effectivement de ne pas cotiser inutilement à 2 mutuelles en même temps et de déroger à ce principe de l'adhésion collective des salariés de l'entreprise. Après, il y a également tout un tas de dérogations et d'exceptions qui visent les contrats à durée déterminée, les contrats précaires, les durées des contrats. Je ne rentre pas dans ce détail-là parce que ça reste effectivement assez complexe à donner comme ça. On a une question là. Bonjour, ai-je le droit de travailler bénévolement pour une amie pour la dépanner? Alors, le travail bénévole, oui, on peut aider un ami. Le problème, c'est le travail dissimulé, parce que là où il y a bénévolat, c'est-à-dire aider un ami pour une tâche, je dirais qu'il n'y a pas la place forcément du droit. Toute la question est de savoir si sous ce type de qualification, d'ailleurs dont on rappelle que le juge n'est pas tenu, hein, on n'est pas tenu par la qualification qui est donnée par des parties à une convention, voilà, une relation amicale, quelqu'un qui vous demande de l'aide pour déménager ou pour autre chose, c'est pas soumis au Code du travail. C'est pas soumis au Code du travail dès lors que vous n'êtes pas soumis à un lien de subordination, c'est-à-dire à des instructions, à un encadrement, j'aurais tendance à dire également à un pouvoir de sanction. On voit bien qu'on n'est plus dans une relation amicale, à partir du moment où on est dans ces circonstances-là. On caractérise dans ce cas-là un contrat de travail, et ce contrat de travail doit faire l'objet d'un certain nombre de déclarations, déclaration d'embauche, bulletin de paie, rémunération, donc, mais on n'est plus dans des relations amicales. Donc, relations amicales, oui. En revanche, travail subordonné, non. Un travail subordonné, ça suppose effectivement le respect des obligations liées au Code du travail. Merci pour votre réponse. Il y a Nathalie qui nous demande en direct si dans le cas d'un burn-out, on peut faire basculer un arrêt maladie en accident du travail. Elle nous demande si oui, est-ce que c'est facile? Alors, c'est pas facile. C'est possible, mais c'est pas facile. Le burn-out ou, en tout cas, la reconnaissance en maladie professionnelle d'un burn-out, ça suppose, au-delà des questions effectivement de preuve, ça suppose déjà des conditions qui ne sont pas spontanément prévues par la loi. Je l'explique. Les maladies professionnelles, initialement, sont prévues dans des tableaux. Lorsque vous remplissez une des conditions qui sont prévues par ces tableaux décrits dans le Code de la Sécurité sociale, vous bénéficiez d'une présomption, d'ailleurs que vous êtes soumis à ces circonstances, vous avez bénéficié d'une présomption de maladie professionnelle pour pouvoir faire reconnaître cette maladie professionnelle. Après, il y a le Code de la Sécurité sociale organise une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau. Dans ces circonstances-là, il y a comme condition importante que votre taux d'incapacité soit à minima de 25%. Donc, c'est une condition supplémentaire. Vous pouvez très bien finalement être victime d'un burn-out si vous n'avez pas d'IPP, d'incapacité professionnelle permanente. Et bien, dans cette hypothèse, incapacité personnelle permanente, dans cette hypothèse-là, vous ne pourrez pas faire reconnaître votre maladie professionnelle. Et ce n'est pas pour autant que vous n'êtes effectivement pas victime d'un élément en rapport avec le travail. Il faut aussi savoir que même si un burn-out est compliqué à faire reconnaître en maladie professionnelle, vous pouvez aussi être victime de faits et d'agissements sur votre lieu de travail qui peuvent aussi déclencher un accident de travail. La différence, c'est que l'accident de travail, c'est un événement qui va être soudain, c'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte, je dirais, de l'antériorité, mais on peut imaginer qu'il y a eu des reconnaissances d'accidents du travail à caractère professionnel liés, par exemple, à un incident qui se produit sur votre lieu de travail, une réunion houleuse et qui se traduit ensuite par éventuellement quelqu'un qui perd connaissance ou même sans perdre connaissance, un retentissement qui peut être le lendemain, voire le surlendemain.
Et ce genre d'agissement, ce genre de fait peut revêtir une qualification d'accident du travail. En tout cas, pour la maladie professionnelle, oui, ça reste possible, on va dire, en théorie. En pratique, c'est compliqué. Alors, on a Isati qui demande, voilà, j'ai été licenciée en mai 2018 pour inaptitude médicale, burn-out, à tout reclassement dans l'entreprise, alors qu'une demande de maladie professionnelle était en cours. Est-ce légal? Alors, à partir du moment où l'inaptitude a été prononcée, le licenciement pour inaptitude peut être valablement notifié, sauf à ce que le salarié, ou même l'entreprise, mais sauf à ce que le salarié, on va dire que l'entreprise ne l'aura pas contesté, sauf à ce que le salarié ait contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. L'obligation qui naît à la suite d'un avis d'inaptitude pour l'employeur est de devoir reclasser le salarié dans le délai d'un mois qui suit l'avis d'inaptitude, et à défaut de reclassement, de reprendre, ou à défaut de reclassement et de licenciement dans ce délai d'un mois, de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois. Lorsque l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, pendant ce mois qui suit la déclaration d'inaptitude, le salarié n'est pas payé. À l'issue du mois qui suit cette inaptitude, en revanche, le salarié devra être payé si l'employeur ne l'a pas licencié. Là, dans le cas que vous décrivez, de ce licenciement qui est intervenu pour inaptitude après un délai en tout cas d'examen d'une impossibilité de reclassement, puisque l'avis précisait que vous n'étiez pas reclassable, ou en tout cas c'était une inaptitude sans reclassement possible, l'employeur qui procède au licenciement, il procède conformément, en tout cas, à l'avis rendu par le médecin du travail. Il n'en demeure pas moins que le salarié peut, et que vous pouvez, en fait, contester votre licenciement en expliquant, mais surtout en justifiant que l'origine de votre inaptitude est liée au comportement de votre employeur. C'est-à-dire que si votre inaptitude était liée à votre burn-out et que vous êtes en mesure d'établir ce lien, et bien dans cette hypothèse-là, vous pourrez faire juger votre licenciement pour inaptitude comme nul, comme ayant pour origine un burn-out, éventuellement un harcèlement compte tenu de ce burn-out, et ce faisant, vous pourrez invoquer la nullité de votre licenciement qui aura été effectué pour inaptitude. Là, on peut dire conformément aux prévisions du Code du travail, mais néanmoins dont l'origine était liée peut-être à une faute de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat. On a beaucoup de réactions. On a Johan TP qui se demande si, quand quelqu'un travaille chez Deliveroo, est-ce que ça caractérise un contrat de travail? Alors, en fait, il n'y a pas de réponse de principe. Travailler chez Deliveroo, il y a de la jurisprudence, et vous évoquez, j'imagine, ou en tout cas, vous pensez à ces jurisprudences récentes qui ont été rendues sur le cas de salariés, sur le cas de personnes, travaillant pour le compte de plateformes. La reconnaissance du contrat de travail, le critère retenu par la Cour de cassation pour admettre le contrat de travail, parce que vous travaillez en qualité, en théorie, on va dire, on vous donne une apparence d'indépendant, mais en réalité, lorsque la personne est soumise à des directives, à un encadrement de son travail, une notation qui peut s'apparenter à une sorte de quasi-contrôle disciplinaire, et bien ce faisant, c'est dans ce cadre-là que la jurisprudence admet qu'il puisse y avoir contrat de travail. En tout cas, c'est le sens des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation. Mais en revanche, il n'y a pas de réponse de principe à donner, c'est-à-dire que chaque plateforme, et selon un peu son organisation, le cas, la question des chauffeurs Uber, le cas effectivement des livreurs pour Deliveroo, chaque plateforme impose ses propres conditions, et ce faisant là encore, lorsque vous êtes en situation de subordination, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas forcément vos horaires, alors, ça se discute, il y a les horaires, il y a les instructions que vous recevez, et il y a la capacité surtout que l'employeur peut avoir que l'entreprise peut avoir de vous sanctionner. Si on réunit ces conditions, on a des éléments qui peuvent permettre de caractériser l'existence d'un contrat de travail. Tout est apprécié après souverainement par les juridictions du fond, conseil de prud'homme, cour d'appel, et en dernier lieu, cour de cassation, mais la cour de cassation elle vérifie si la cour d'appel si les juges du fond ont appliqué valablement les règles de droit.
Alors, on a Alexandra qui demande si j'arrête de travailler car on me dit on me doit 3 mois de salaire. Peut-on me poursuivre pour abandon de poste? Sinon, que dois-je faire? Alors, c'est un peu le principe auquel vous faites référence, c'est le principe de l'exception d'inexécution. Vous n'êtes pas payé de vos salaires et vous ne vous rendez plus sur votre lieu de travail. Dès lors que de toute façon vous n'avez pas entre guillemets donné votre démission, pas vous reprocher de ne pas accomplir un préavis, on n'est pas dans ce cadre-là. J'imagine, et je ne sais pas, en tout cas vous ne le précisez pas, mais si vous avez écrit un courrier en ce sens pour réclamer, déjà la première chose c'est de réclamer le paiement de ses salaires, et puis la seconde c'est si votre employeur vous licencie pour abandon de poste, vous pourrez effectivement faire valoir qu'il ne peut pas valablement vous reprocher votre abandon dès lors que vous n'avez pas été rémunéré au cours des 2-3 derniers mois. Il vous appartient, vous, d'être à disposition de votre employeur. Si celui-ci ne vous fournit plus le travail, ne vous affecte pas sur votre mission ou ne vous donne pas les moyens de travailler, eh bien, effectivement, vous pourrez lui reprocher un défaut de paiement de votre salaire et il ne pourra pas, logiquement, vous reprocher, vous, un abandon de poste. En tout cas, celui-ci pourra être contesté. Et pour rester sur cette question, est-ce que l'inspection du travail a un rôle à jouer? Alors, parfois, l'intervention de l'inspection du travail permet de régler ce genre de situation. Donc, faire appel à l'inspection du travail peut être utile. Bon, parfois, leurs services sont aussi très chargés, donc c'est très compliqué aussi d'avoir parfois l'intervention directe de l'inspection du travail, mais ils peuvent aussi aiguiller sur des courriers à rédiger, et puis peut-être ils peuvent aussi intervenir directement auprès de l'employeur pour le questionner. Le défaut de paiement de la rémunération, c'est une contravention, hein, c'est une infraction pénale. On ne sait pas forcément, bien souvent beaucoup l'ignorent, et c'est la raison aussi pour laquelle l'employeur, enfin en tout cas l'inspection peut intervenir, l'employeur doit réagir. Il pourrait y avoir des poursuites. Bon, concrètement, si chaque employeur devait être poursuivi à chaque fois qu'il ne paye pas un salaire, je crois que les juridictions de police, ou en tout cas du tribunal de police, seraient véritablement trop chargées pour traiter ces questions qui relèvent du conseil de prud'homme. Habituellement, donc à défaut de paiement de salaire, on saisit le conseil de prud'homme en référé. D'abord, on écrit, on réclame. À défaut de réponse et de rétablissement et de régularisation du salaire, on peut aussi intervenir auprès d'inspection. Les réponses sont un peu graduées, hein, les différentes démarches peuvent être graduées. On écrit à l'inspection, on demande l'intervention d'inspection. Ensuite, on peut saisir le conseil de prud'homme en référé, ou on peut faire appel aussi à un avocat qui peut faire aussi un courrier de mise en demeure. Voilà. On a une question intéressante de Nathalie. Elle nous demande comment réagir face à un employeur qui vous obligerait à venir à une très grosse réunion. Elle précise 1500 personnes, alors que l'on est phobique sociale. Bonjour Nathalie. Je comprends cette difficulté que vous pouvez avoir à intervenir devant le public. Ça dépend de votre rôle et de votre fonction dans l'entreprise. Il est évident que selon vos obligations inhérentes et prévues à votre contrat, voilà, on ne peut pas exiger, selon la nature de vos fonctions, on ne peut pas exiger de tous une apparition publique, ou en tout cas d'avoir à faire un exposé devant un public très, très fourni. Ça nécessite sans doute des qualités, pas simplement des qualités, mais aussi, comme vous dites, peut-être une confiance en soi, ou aussi une capacité d'intervenir de cette manière-là. Vous reprocher ça me paraît peut-être excessif, ça dépend de la nature effectivement de vos fonctions, et c'est une affaire un petit peu d'espèce, donc c'est difficile de vous donner une règle de principe à défaut d'informations complémentaires. Alors Alexandra vous remercie, elle dit qu'elle en est à la mise en demeure de payer par avocat et que votre réponse était très très claire. Avec plaisir. Ensuite, on a Jean-Sébastien qui demande là en direct comment prouver un harcèlement au travail sans preuve, car harcèlement très discret et donc sans attestation de collègues. Alors, c'est compliqué. Alors, déjà, c'est compliqué parce qu'effectivement, ça implique... quand on pense à harcèlement, vous avez votre propre perception, l'employeur peut avoir la sienne, et puis les conseillers prud'hommes, ou en tout cas les juges qui seraient amenés éventuellement à trancher un litige sur le harcèlement, ils ont aussi leur propre perception du harcèlement. Et c'est pas forcément la même pour tous.
La définition, c'est les agissements répétés ayant pour effet ou pour objet d'altérer les conditions de travail et la santé du salarié. Les agissements déjà répétés. Donc souvent, on nous dit il y a eu un fait isolé, c'est pas de nature à caractériser un harcèlement. Pourtant, ce fait isolé, il a pu effectivement porter véritablement atteinte à la santé d'un salarié. Comment rapporter la preuve d'un harcèlement? C'est évidemment éminemment difficile. Quand vous posez la question, vous avez déjà presque votre réponse, mais pour autant, c'est pas non plus impossible. Attestation, vous dites très difficile parce que vos collègues, ça implique d'abord qu'ils se mouillent, et donc quand un salarié est amené à faire un témoignage pour le compte d'un de ses collègues, d'une certaine manière, il va contre les intérêts de l'entreprise, et s'il le fait, il risque lui-même d'être exposé dans le cadre d'éventuelles sanctions de son employeur. Pour autant, il faut aussi savoir que les personnes qui témoignent dans le cadre de harcèlement bénéficient d'une protection. Nul ne peut être sanctionné à raison d'un témoignage qu'il a pu fournir sur le terrain du harcèlement pour l'empêcher, pour le prévenir. C'est aussi, en fait, une obligation aussi, d'une certaine manière, puisque le harcèlement constitue également un délit et que quiconque peut, en théorie, intervenir pour faire cesser un délit, n'importe quel citoyen. La preuve, elle est au centre, en fait, de la question du harcèlement. Donc, votre question, elle est très, très pertinente. Elle est au centre du harcèlement, mais ça peut aussi... le harcèlement peut ressortir d'échanges, peut ressortir de courriers, peut ressortir de mails, de SMS. Donc, ça peut être des débuts de commencement de preuve. Et puis, pour faire cesser un harcèlement, le mieux, souvent aussi, ça peut être d'écrire. C'est-à-dire que, alors évidemment, un salarié qui accuserait son employeur de harcèlement sans être en mesure de prouver quoi que ce soit, voire même le ferait de mauvaise foi, pourrait être poursuivi lui-même pour dénonciation calomnieuse. Pour autant, le fait de se plaindre de harcèlement et le fait d'être en mesure, en fait, de reprocher à un employeur avec des éléments suffisamment précis. Vous avez eu une réunion aujourd'hui qui a été houleuse, les propos qui ont été tenus étaient excessifs, humiliants, dégradants. Vous pouvez reprendre des éléments de cette conversation, des éléments de cette réunion qui s'est tenue en public, pour faire état du fait que vous souhaitez que ça cesse, parce que vos conditions de travail se dégradent. En matière de harcèlement, la preuve, elle est compliquée, mais en même temps, elle est aménagée. Je m'explique. Cette preuve aménagée, elle suppose que vous apportiez des éléments, pas forcément la preuve parfaite et complète du harcèlement, mais des éléments. Alors, si vous n'apportez que des éléments médicaux, c'est un peu compliqué. Mais vous avez aussi des dossiers qui, même avec que des éléments médicaux, peuvent fonctionner. Quand je vous des éléments médicaux, j'entends par là des attestations de votre médecin traitant, mais votre médecin traitant, il reprend vos déclarations, de votre médecin psychiatre, mais le médecin psychiatre, là aussi, reprend vos déclarations. Ça peut être aussi le médecin du travail qui recueille vos explications. Et puis plusieurs médecins, ou plusieurs salariés, pardon, qui vont voir le même médecin d'entreprise et qui sont confrontés au même, je prends le cas d'un manager, au même manager, eh bien, ça peut être des éléments qui, cumulés, permettent d'avoir quand même un indice qui laisse présumer, ou en tout cas qui peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement. De la même manière, l'intervention de représentants du personnel, faire appel au nouveau, non plus les DP, mais en tout cas les nouveaux membres du CSE qui peuvent effectivement sur le terrain de la santé au travail intervenir, questionner. Alors, avant, il y avait ce qu'on appelle le droit d'alerte qui a été supprimé dans les entreprises de moins de 50 avec l'intervention d'un DP qui, lorsqu'il estimait qu'il y avait un risque grave pour la santé d'un salarié, pouvait effectivement demander la mise en œuvre d'une enquête. Ces dispositions ont été supprimées récemment. Pour autant, les membres du CSE peuvent faire état et dénoncer ces faits, que ce soit auprès, là aussi encore, de l'inspection, là encore auprès du médecin du travail. Il y a des agissements, en tout cas, qui permettent d'intervenir. Souvent, les gens craignent que ça ne dégénère et souvent, ils ne vont pas bouger parce qu'ils craignent que cela empire les choses. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous dénoncez ces faits de harcèlement, sauf mauvaise foi, vous ne pouvez pas être sanctionné pour les avoir dénoncés. Et un licenciement d'ailleurs qui interviendrait en raison de cette dénonciation de faits de harcèlement, eh bien, serait frappé de nullité. Et un salarié pourrait tout à fait être réintégré. La différence entre une nullité et un licenciement abusif, c'est qu'en cas de nullité, le salarié peut être réintégré, peut demander sa réintégration, même à l'issue d'une procédure judiciaire qui aura duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus encore. Merci Maître pour toutes ces précisions. On a une question intéressante.
Pour une démission, qui prime? C'est le contrat de travail ou la convention collective? Une démission, qu'est-ce qui prime? Vous parlez de quoi? Du délai de préavis? Vous parlez de... une démission, c'est une démission, c'est un courrier qui exprime une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise. Le contrat de travail, s'il prévoit un délai de préavis qui est supérieur aux dispositions conventionnelles, ça n'est pas opposable aux salariés puisque c'est dans l'intérêt de l'entreprise que le délai de préavis est stipulé en cas de démission. En revanche, en cas de licenciement, le délai de préavis est stipulé dans l'intérêt du salarié. Donc, ce faisant, on ne peut pas contractuellement en réduire sa durée. Je pense que la personne vient de préciser sa question et parler du préavis. Voilà. Pour savoir répondu. Alors, on vous remercie encore. Les auditeurs vous remercient. Alors, autre question. Dans le cadre du burn-out, j'ai demandé le document unique sur les risques professionnels et il n'est pas à jour et ne parle pas de burn-out. Peut-on le faire notifier? Alors, vous pouvez le faire notifier. Après, la question, encore une fois, c'est la reconnaissance, en fait, d'un burn-out, j'imagine, en maladie pro, puisque l'intérêt de la reconnaissance d'un burn-out en maladie pro est aussi de faire déclencher ce qu'on appelle une faute inexcusable. Le fait de ne pas compléter valablement un document unique d'évaluation des risques peut constituer, en tout cas, pas constitue nécessairement, mais peut constituer un élément caractérisant le défaut de mise en œuvre d'une prévention, puisque l'employeur a l'obligation d'identifier à l'occasion de l'établissement du document unique d'évaluation des risques les différents postes à risque. Bon, après, il y a des règles générales qui imposent la publication dans l'entreprise, des dispositions du Code du travail sur le harcèlement et la prévention obligatoire qu'ils doivent mettre en œuvre. Donc, sur un burn-out, qu'un poste soit... Enfin, ce qui est compliqué quand même à imaginer dans votre situation, dans lequel vous décrivez, auquel peut-être vous pensez, serait que l'employeur, qui connaissant son management particulier, ne prend pas de mesures pour protéger les salariés, mais néanmoins inscrirait dans le document unique d'évaluation des risques le fait que votre poste, parce que vous êtes soumis peut-être à un manager un peu compliqué, eh bien vous soumettrez à cette obligation d'inscrire dans le document unique d'évaluation des risques le fait qu'il ait parfaitement connaissance que vous êtes d'une certaine manière soumis à des conditions de travail excessives ou en tout cas anormales. Donc ça reste quand même un peu tiré par les cheveux, je trouve. On a une question en direct de Manon. Elle se demande si depuis les ordonnances Macron, est-ce que c'est moins intéressant d'agir devant les prud'hommes pour harcèlement moral? Alors le harcèlement moral, en fait, il n'a pas été touché par les ordonnances Macron, mais on va dire de manière directe, pas touché, mais indirectement oui, lorsque on se place sur la question de la rupture, puisqu'en fait, alors dans le cadre d'une rupture qui donnerait lieu peut-être à une inaptitude, ce genre de choses, on en revient à la problématique de l'évaluation des préjudices. En revanche, alors sur la rupture, je contredis même ma propre réponse à l'instant, c'est vrai que sur les questions de nullité, le barème Macron ne s'applique pas. Donc en cas de nullité qui serait liée à un harcèlement moral, nullité des licenciements, pardon, qui serait liée à un harcèlement moral, eh bien en fait, le barème Macron n'aurait pas vocation à s'appliquer puisque tous les cas de nullité ne sont pas prévus par le barème. Le barème s'applique pour des cas qui sont liés à un licenciement abusif ou dépourvu de cause réelle sérieuse, mais pas sur les problématiques de nullité. Alors, on a une nouvelle question d'Alexandra qui demande si un job étudiant amène un revenu imposable, est-ce que ça doit être déclaré? Et elle pose exactement cette même question sur les revenus d'un contrat en alternance durant les études. Bon, je ne suis pas fiscaliste. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les conventions, convention de stage, c'est de ça dont je crois que vous venez convention de stage. Alors, elle précise pas, c'est un job étudiant, donc c'est plus un job d'été. Ouais, parce que la convention de stage, dès lors qu'on est dans le barème, vous savez, d'exonération, montant minimal prévu par les dispositions légales, il n'y a pas de soumission à l'impôt au bénéfice du stagiaire. Alors maintenant, pour les jobs étudiants salariés, évidemment, les revenus qui sont tirés de ces jobs doivent être déclarés. Si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents, il faut que vos parents ajoutent ces revenus à leur revenu, à leur déclaration.
Et en job et en alternance, il n'y a pas d'exonération fiscale, à ma connaissance, des revenus que vous tirez de votre contrat d'alternance. Donc de la même manière, si vous êtes déjà, vous avez votre propre revenu fiscal, en tout cas vous avez votre propre déclaration pour vous, et puis si ce n'est pas le cas, vous le déclarez sur vos enfants. Enfin, vous faites déclarer par vos parents. Alors on a une autre question d'Elena. Est-ce qu'un employeur a le droit de me faire surveiller par le commerçant d'à côté, sachant que je travaille toute seule? Alors, le droit à la surveillance par un tiers. Bon, alors, les dispositifs de surveillance, on va dire numériques, c'est réglementé. Les dispositifs de surveillance des salariés, j'entends. Donc, c'est réglementé, ça ne peut pas se faire n'importe comment pour tout ce qui est numérique. J'entends par là caméra vidéo, et surveillance éventuellement également liée à la géolocalisation. Les dispositifs de surveillance qui seraient mis en œuvre par voie de filature, on ne peut pas faire une enquête d'un enquêteur privé sur un salarié, c'est interdit, la preuve n'est pas recevable en matière prud'homale de ce type de document produit. Et s'agissant d'un témoin qui viendrait attester qu'au lieu de prendre votre poste demain à 10h, vous êtes arrivé à 10h30, vous arriveriez demain à 10h30, eh bien cette preuve, c'est recevable. Sa fonction en tant que telle n'est pas nécessairement de vous surveiller. En revanche, le fait qu'il produise au cours d'un contentieux futur un témoignage selon lequel vous n'avez pas respecté vos horaires, ou même dans un avertissement vous auriez fait l'objet, me paraît être une preuve recevable pour justifier éventuellement un manquement de votre part. Évidemment, sous réserve de la conformité de l'attestation, du fait qu'il ne puisse pas être mis en cause pour des raisons encore extérieures, notamment liées à des questions de parenté, ce genre de choses. Si c'est juste un voisin qui constate des faits, que les faits sont réels, le seul fait que ce soit un voisin n'est pas un motif qui permettrait d'exclure la recevabilité de la preuve, bien au contraire. C'est quelqu'un qui est extérieur, son témoignage peut tout à fait apparaître comme objectif. Pour rebondir sur ce qui a été dit, est-ce qu'un employeur peut consulter les dossiers personnels présents sur l'ordinateur du salarié? Alors, la consultation des données personnelles, alors, en fait, là encore, tout a bien été, enfin, tout est assez défini à la fois par la loi et la jurisprudence. Lorsque l'ordinateur, on parle donc d'ordinateur, on est bien d'accord, professionnel, lorsque l'ordinateur professionnel est utilisé à des fins personnelles, sans, on va dire, violation du règlement intérieur, c'est-à-dire avec autorisation d'une utilisation personnelle de cet ordinateur, et dès lors que les fichiers et que dès lors qu'il n'y a pas de fichier identifié comme personnel pour le compte du salarié, eh bien l'employeur peut tout à fait consulter le contenu de l'ordinateur. Après se pose la question de alors pas simplement la recevabilité de la preuve, mais de la force probante du document, enfin des documents qui peuvent être extraits de l'ordinateur pour permettre votre identification, c'est-à-dire être certain que les fichiers, il faut que l'employeur soit en mesure d'établir que l'ordinateur utilisé, incriminé, en tout cas le vôtre, est bien le vôtre. Donc qu'il n'y a que vous qui puissiez l'utiliser, qu'il soit éventuellement protégé par un mot de passe pour y accéder, qu'il n'y ait que vous qui le connaissiez, ce mot de passe. Voilà. Merci. On a Lapin Rose qui parle sous pseudonyme, évidemment. Nous dit la chose suivante: je suis sur le coup d'une suspension conservatoire depuis plus de 3 mois. Un entretien pour licenciement a eu lieu au bout de 2 mois, 2 mois et demi, et m'a blanchi. Mais toujours suspendu, l'employeur ne sachant pas quoi faire de moi. J'ai subi de lourdes pertes financières, 1 000 € par mois. Devant ces erreurs, que risque l'employeur? Bon, alors, ce que vous me décrivez me semble pas tout à fait conforme au droit du travail, sauf à ce que vous releviez non pas du Code du travail, mais d'une réglementation de droit public pour laquelle je ne vous donnerai pas de réponse parce que ça n'est pas du tout ma matière. Mais si vous relevez du droit,
du Code du travail, droit privé, une mise à pied conservatoire. Alors, sauf là encore, éventuellement, est-ce que vous ayez un statut de salarié protégé, ce que vous ne décrivez pas dans votre question, donc je ne pense pas que vous soyez. Je pars du principe que vous ne l'êtes pas. Un entretien préalable nécessite, en cas de sanction disciplinaire, que la mesure soit prise dans le mois qui suit l'entretien préalable. Donc, 3 mois de mise à pied conservatoire et un entretien. Déjà, un entretien qui serait fixé à un délai excessif ferait juger que la mise à pied conservatoire est excessive elle-même. Si elle est excessive, elle peut être requalifiée en mise à pied disciplinaire. Si la mise à pied conservatoire est requalifiée en mise à pied disciplinaire, alors c'est une sanction qui épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Tout licenciement qui interviendrait alors ultérieurement serait privé de cause réelle et sérieuse. Mais à défaut de précision, voilà, ma réponse est un petit peu générale. Enfin, on a une question. Vous voulez nous dire si vous pouvez répondre à ça. Est-ce qu'on observe une tendance à la baisse des indemnisations lors d'un harcèlement moral? Alors, là encore, c'est très difficile de répondre. Je pensais que vous alliez me poser la question, la baisse des indemnités en matière de réparation de préjudice subis pour un licenciement abusif. Votre question, c'est le harcèlement moral. Est-ce qu'il y a une baisse des indemnisations du harcèlement moral? L'indemnisation du harcèlement moral, ça n'a jamais été d'un montant extraordinaire. Il y a une évaluation par le juge qui est très aléatoire. Ça peut être 5 000 € comme ça peut être 15 000 €, mais c'est très difficile, parfois plus mais rarement, mais c'est très difficile de vous dire qu'il y a une baisse générale des indemnisations. Les décisions du Conseil de prud'homme, elles sont prises en première instance par 2 conseillers salariés et 2 conseillers employeurs. C'est la rencontre des 4 conseillers, c'est le délibéré des 4 conseillers qui aboutit à une décision. Lorsqu'ils ne se mettent pas d'accord, c'est le juge des parties tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de... alors, je ne connais pas de statistiques sur le montant des condamnations, le montant des indemnisations allouées à ce titre-là. Je ne peux pas dire, moi, à mon niveau, qu'il y a une baisse des indemnisations en matière de harcèlement. Le harcèlement, il faut bien comprendre que c'est souvent une demande qui est formulée par des salariés, évidemment, mais peut-être un peu trop souvent systématique, et qui, malheureusement, lorsqu'elle est formée, parce qu'elle est systématisée un petit peu, on demande, et parfois à mauvais escient, c'est-à-dire que c'est peut-être vrai, mais on n'a pas les éléments qui le caractérisent, et bien décrédibilise aussi des dossiers qui, sur le terrain du harcèlement, sont plus justifiés. L'indemnisation, de toute façon, même sur le terrain du harcèlement, n'est jamais exceptionnelle. Voilà. Elle peut enclencher un certain nombre de demandes, y compris de rupture nulle, lorsqu'elle intervient, ou voire même une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, un manquement, l'employeur n'agit pas. C'est un manquement qui peut être jugé suffisamment grave pour justifier la rupture au tort de l'employeur. C'est l'initiative du salarié. Il va saisir le Conseil de prud'homme lui-même. Et ensuite, on revient sur les barèmes d'indemnisation qui peuvent être, alors, pas pour le harcèlement, parce que justement, ça rend le licenciement nul, mais en revanche, on revient ensuite sur le terrain d'une indemnisation qui va être une indemnisation liée à une rupture nulle, c'est-à-dire un minimum 6 mois de salaire selon les dispositions du Code du travail. Alors, Elena et Lapin-Rose vous remercie pour ces réponses très claires. Dernière question du live d'aujourd'hui. Combien de jours dure la période d'essai? Alors, la période d'essai, elle n'est pas identique pour tout le monde. La période d'essai, elle est différente. Elle a été réformée dans le Code du travail. Et en fait, c'est ce qu'il faut retenir, non plus forcément les dispositions des conventions collectives. Donc, dans le Code du travail, désormais, la période d'essai, elle est pour les ouvriers et les employés d'une durée de 2 mois. Pour les agents de maîtrise et les techniciens, elle est de 3 mois. Et pour les cadres, elle est de 4 mois pour les cadres. Elle peut être renouvelée, mais pour être renouvelée, il faut qu'une convention de branche prévoie la faculté de ce renouvellement. Donc, il faut que la convention collective ait tout simplement organisé et prévu le renouvellement. Ensuite, il y a des conditions en cas de rupture de l'essai, de respect non pas d'un préavis, ça s'appelle un délai de prévenance. Voilà, je pense avoir répondu à votre interrogation. Voilà, eh bien, merci Maître Bongrand pour votre précieux temps et toutes ces réponses très claires que vous nous avez adressées. Je vous en prie. Voilà.
Et puis, en mots un peu de la fin, n'hésitez pas à vous faire assister et conseiller au moment utile et suffisamment en amont de toute sanction éventuelle qui pourrait intervenir, ou en tout cas de tout conflit qui pourrait naître à l'occasion de votre contrat de travail, parce que parfois les gens repoussent un peu dans le temps leurs besoins de conseil ou leur sentiment qu'ils ont besoin de conseil en n'intervenant pas, ou en tout cas en ne se faisant pas suffisamment assister assez tôt. Et je pense que c'est très utile, au contraire, d'avoir une vision, d'avoir un avis extérieur pour dire vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, ou en tout cas vous faites les choses peut-être différemment, et préserver vos droits. Voilà. Donc, merci à tous les participants. Je vous en prie. Et on se retrouvera dans un prochain live. Avec plaisir.